Topic News, c'est tout de suite avec Franck Ramarson, directeur de publication du Courrier de Madagascar. Et nous sommes avec le directeur de publication de Courrier de Madagascar, Franck Ramarson, dans notre émission Topic News. Bonjour Franck. Bonjour Prisca et bonjour à tous nos auditeurs de ce matin de samedi. Parlons pour ce samedi, Franck Ramarson, de nos richesses nationales, parfois que l'on malmène, que parfois on essaie de défendre, mais tout compte fait, cette richesse nationale se découvre de jour en jour au niveau du simple citoyen, mais ce citoyen est très loin, n'arrive même pas à atteindre, à voir ce que sont ces richesses nationales. On n'a jamais autant parlé de richesse nationale, notamment quand on parle de richesse nationale dans ce pays, c'est surtout donc l'exploitation illicite, le pillage. Et que depuis ce régime de transition, on entend des bruits de toutes sortes concernant donc la sortie illicite, quand je parle richesse, bois de rose, de mains, de tortues, de produits endémiques que l'on connaît, mais aussi depuis quelques jours on jase beaucoup sur cette exportation légale de l'or. Légal Donc je dis parce que il y a eu deux exportations dont la quantité a été de 100 kilos sortis à l'aéroport d'Ivat. Et puis ça a quand même fait beaucoup de polémiques, même au niveau des institutions gouvernementales. Et un conflit ouvert entre le Premier ministre et le président de la transition. Lors du Conseil des ministres. Qu'en est-il exactement quand on parle de ce problème de l'or? C'est que quand il y a eu donc ces restrictions à l'exportation, il y a eu tous ces interdits, il y a eu donc un trafic illégal et qu'on n'a jamais eu de déclaration d'exportation. On était toujours à 0 gramme depuis des années. Là, on a commencé à mettre en place des textes pour donc régulariser la situation, et que bizarrement les faits ont démontré que la facilitation des procédures avait apporté des fruits, comme avait dit la ministre des Mines, et que dans 2011, si nous avons eu 0 kg de déclaration, une fois que les frais de poinçonnage ont baissé de 50%, nous avons depuis le mois de février des sortes de 100 kg d'or déclarés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement donc qu'il y a quand même des rentrées de devises qui sont palpables, et que avec ces 100 kg d'or exporté, il y a donc 8 milliards d'ariars de rapatriement de devises, 110 millions d'ariars de redevances et ristournes. Vous dites que c'est rien. Le président de la transition, lui, il voudrait que tout cet or soit préserve notre richesse. Non, qu'on soit acheté par la Banque centrale. Effectivement, c'est pour garantir la monnaie, avoir un stock d'or à la Banque centrale. C'est faisable. Et que pour maintenir la parité de l'ariar, oui, mais quand on veut maintenir une parité, il faut qu'à un certain moment, on se demande des stocks. Ça veut dire aussi qu'il y a un exercice à faire, des stratégies. Ce qu'avaient fait avant les gouvernements de la Deuxième République, quand on a quitté la zone franc, c'est que ce sont les stocks de produits d'exportation. Comme vous avez eu des caisses de stabilisation qui ont eu des produits de rente comme le café, la vanille, le girofle, le poivre, qui étaient gérés par une caisse de stabilisation, et que ce sont ces produits qui étaient stockés là-dedans qui servaient de garantie à la monnaie malgache. Là, peut-être que les gens ne savent pas qu'il y a déjà eu une similitude dans la façon de voir gérer les stocks. Mais quand on exportait ces produits, ça revenait quand même à des rapatriements de devises. C'est le même principe pour l'or. Pourquoi alors ne pas contrôler simplement le rapatriement des devises de cet or? Et après, donc, c'est à l'État, au ministère des Finances, de sanctionner s'il y a de récalcitrants, de mauvais exportateurs, comme il y en a eu dans d'autres produits, qui ne rapatrieraient pas leurs recettes à la Banque centrale. Mais peut-être, Franck Ramarson, c'est parce que ce ne sont pas pour autant des professionnels en matière d'exportation aussi qui s'amusent sur la chose. Mais ça, c'est une question de gouvernance, Prisca. C'est que, est-ce que ces opérateurs qui exportent, est-ce qu'ils sont patentés? Voilà. Est-ce qu'ils ont donc, comme tout exportateur, des professionnels? Parce que vous savez, quand vous exportez, par exemple, des crevettes, vous avez donc tout le matériel qu'il faut, qu'ils exportent de l'or brut par exemple, c'est ce qu'il faut voir. Quand vous exportez aussi de la richesse minière, comme le cobalt maintenant, peut-être comme le chérit va le faire, plus comme tout ce qui est ilménite, donc il faut quand même un certain nombre de cadres, de normes,
et que est-ce que le ministère du Commerce fait son travail, le ministère des Mines et tout ça. C'est là qu'on voit qu'est-ce qu'il y a un professionnalisme dans le cadre des industries d'exportation, dans l'agriculture aussi. Est-ce qu'il y a des instruments, des moyens pour pouvoir donner un cadre de qualité et un cadre de stockage, d'emballage qui sont aux normes internationales pour que nos produits soient bien vendus à l'extérieur. C'est là que, comme vous dites, est-ce que le professionnalisme existe? Est-ce qu'il y a réellement, je dirais, une coopération entre le secteur privé et le secteur public? Sans pour autant, Franck Ramarsson, c'est presque généralisé ce cas, n'est-ce pas? Parce que j'ai bien dit de coq à l'âne, le transport c'est la même chose. On a des coopératives, présidents de coopératives qui n'ont même pas une seule voiture, par exemple, de transport. Quand est-ce qu'on va remettre tout ça en norme alors? Non, vous savez, par exemple, dans tout cela, dans toutes ces filières, que ce soit filière mine, donc il y a ce que vous avez appelé le cadre pour la transparence minière, et puis c'est même pour un des cadres miniers pour bien cadrer. Est-ce que ces produits viennent vraiment des carreaux miniers, des carreaux et tout ça? Est-ce que aussi le transport, est-ce que ça suit les normes de l'ATT, c'est-à-dire l'agence de transport terrestre, qui est chargée de réguler? Et qui s'y mettent pour de bon, parce que voilà où nous en sommes actuellement. C'est la même chose pour l'aérien aussi. Donc c'est ça les affaires courantes, ça doit être ça? Les affaires courantes, c'est avoir donc des organes de régulation qui font que tous ces secteurs, à chacun son ministère, à chacun des départements, que ces secteurs travaillent sérieusement tout ce qui se passe sur la vie économique pour que le développement se fasse dans les normes. Et vous êtes en train de dire que rien que pour ça, pour remettre les choses dans les normes, c'est longue haleine, ce sont des affaires courantes, mais vous n'avez pas besoin de faire, même pour la santé publique, vous voulez dire que s'il vous fait des hôpitaux dans les normes, juste pour que les heures, comme on dit, donc il faut simplement comment fonctionne par exemple un hôpital, comme l'hôpital Avant-Naval, est-ce qu'ils ont tout, quand ils font les radios, est-ce qu'ils ont les instruments, les moyens, est-ce qu'il y a un organe de régulation au ministère de la Santé pour contrôler tout ça, pour contrôler tout le secteur privé quand on donne des soins aux Malgaches. Et c'est ça ce qu'il faudrait qu'on ait donc un budget conséquent de la part de l'État et des investisseurs, par exemple dans le domaine de la santé, pour que tout se passe pour le mieux. Et là, comme vous dites, là c'est un secteur, par exemple, la santé, l'éducation aussi. Il faut dire aussi qu'il y a les écoles privées, comment ça se passe au niveau pédagogique, est-ce que les diplômes qui sortent, est-ce qu'ils sont... Les homologations, n'en parlons plus. Les homologations, même pour les écoles, comment ça se passe pour les enfants quand ils travaillent, etc. Il y a beaucoup à faire. Donc oui, là je pense que au lieu de se chamailler pour s'accuser de tous les maux, et que faudrait peut-être que ce régime de transition qui a toujours trempé peut-être dans la corruption, dans la concussion, à la marche de certaines affaires, et qui sont accusés par beaucoup de Malgaches maintenant de les avoir mis dans cette pauvreté ambiante, et que l'on ne trouve pas la solution pour la sortie de crise, il faudrait que les politiciens aussi s'y mettent pour qu'ils interpellent. Non, parce que est-ce qu'ils savent au moins ce que c'est l'activité, ce que veut dire activité économique? Est-ce qu'ils savent ce que c'est? Mais ils sont en commission, Franck Ramarsson, il y a des commissions pour la chose. Oui, mais vous savez, presque être dans une commission, ça ne veut pas dire que vous êtes férus, vous connaissez bien la vie de la population, la vie sociale. Ça ne veut pas dire que vous êtes membre du Parlement, surtout un Parlement désigné, même dans leur région. Est-ce qu'ils savent au moins quelle est la potentialité régionale, comment fonctionne l'économie de leur région? Ça m'étonnerait beaucoup maintenant. Il y a des députés qui s'y penchent, préfèrent réfléchir pour cette loi d'amnistie pour qu'ils puissent se présenter demain, puisque comme vous savez, le tiers de cette assemblée, c'est là qu'il faut voir les choses. Est-ce que réellement, parler la dernière fois de code d'éthique, est-ce que nous sommes vraiment dans les normes, ce qu'il faut donc pour avoir une certaine idée de la bonne gouvernance à Madagascar. Parlons toujours de l'économie poumon, Franck Ramarsson, deux mots-clés, subvention et aide. Subvention et aide. De l'extérieur, subvention de l'État aux régions, aux communes. En principe, l'État si on regarde bien ce qui se passe actuellement, l'État n'a plus le moyen de faire des subventions. Il dit subvention, dit déjà que ça respecte ce qu'on a voté dans les lois de finances. D'abord là, c'est de voir quel est le montant chapitre des subventions. Subventions pour le riz, subventions pour les hôpitaux, subventions ici à gauche, à droite, subventions pour satisfaire les revendications. Donnez-moi simplement un exemple de légalité, parce qu'on a donc, je dirais, financé les salaires des militaires. Et comme vous êtes étonné maintenant que est-ce que c'est l'État, réellement à travers la loi de finances, qui a, je dirais, payé les indemnités revendiquées par le CAPSAT. Et vous vous étonnez aujourd'hui
aujourd'hui. C'est les transporteurs. Par exemple, des transporteurs, au niveau des pétroliers, au niveau surtout le règlement des indemnités des enseignants secondaires et des primaires. Normal que si on fait 2 poids 2 mesures, il y a autant de revendications à côté. L'effet domino. Que l'on ne rejette pas la pierre en disant que c'est la faute au gouvernement, au Premier ministre, c'est cette prise en main de la présidence, je dirais, des revendications sociales, puisque je veux dire qu'il est toujours près du peuple. Mais quand on est près du peuple, il faut voir les moyens de sa politique. Et maintenant, on aura donc à la fin de l'année un creusement du déficit budgétaire qui aura pour conséquence, je dirais encore, une montée de l'inflation puisque ce sera financé. Je ne pense plus par des bons du Trésor, donc les financements non monétaires, mais par là en avance la Banque centrale, ce qui fait donc qu'il n'y aura pas le trou budgétaire qui est en face, il n'y aura pas autant d'argent de la croissance économique pour financer le trou budgétaire. Donc je pense que nous allons vers la dérive à la fin de l'année, une inflation qui est encore pire que maintenant, que c'est pour ça qu'il faudrait que l'on fasse réellement des efforts pour que la bonne gouvernance, comme je disais aujourd'hui, soit de mise. Et concernant l'autre point, les aides extérieures. Les aides extérieures, il y a quelques financements de projets qui sont là, mais qui ne concernent pas les aides budgétaires. À moins que, comme on avait dit, qu'il y a des riz qui ont été, je dirais, donnés par le PAM dernièrement, qui ont été détournés pour le Varmont à Manaclar, donc le 29 mars. C'est la présidence qui a distribué ce fameux riz pour le compte de, ce que je dirais, le Varmont. Voilà. Mais peut-on penser, puisque de part et d'autre, autant du gouvernement comme de la présidence, on espère très sérieusement et on bouscule un peu les choses par rapport à la communauté internationale. C'est-à-dire que la communauté internationale donc va voir peut-être d'un bon œil maintenant peut-être la situation, ou bien se désespère aussi que si on n'aide pas, surtout si il y a des secteurs très sensibles, comme par exemple la pêche où l'Union européenne vient de débloquer donc de l'argent là-dessus, concernant l'environnement, où la Banque mondiale réellement surveille de près, je rappellerai donc tous ces aires protégées, toute cette politique de la biodiversité qui concerne quand même une partie de la population. Vous avez aussi pour les PSDR, il y a aussi autant de paysans qui sont concernés. Moi je pense que les bailleurs de fonds se concentrent surtout sur ces projets et que suivent, que je dirais, de près la vie de la population actuellement. Donc là, peut-être qu'il ne faudrait pas que l'on soit dupe de la situation. C'est que, d'ailleurs, suite à la conférence commune avec la primature, ce qu'on appelle donc la rencontre entre les partenaires techniques et financiers, tout cela commence donc à jeter un peu de lest pour que le Nomi-Malka souffle un peu et que donc ça va contribuer à la croissance. Ça, on le verra demain. Au week-end, Franck. Merci.